Le Bonjour d'Algérie débarque chez vous et bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi 7 juin. Bienvenue sur Canal Algérie, agréable réveil en notre compagnie. Alors pour ce nouveau numéro, comme tous les lundis, Aïda Machri sera des nôtres pour sa rubrique psychologie. Il sera question des droits de l'enfant dans le programme électoral des candidats donc aux élections législatives du 12 juin prochain, établir les besoins fondamentaux de l'enfant pour ensuite mettre en place un plan d'action, une procédure de longue haleine bien sûr, qui requiert la collaboration de tous les acteurs de la société. Autre procédure de taille bien sûr, l'environnement, sensibiliser aux questions écologiques et environnementales en Algérie à travers notamment la promotion du métier de journaliste environnemental, récompensé à la clé, vous verrez. Pour en parler, nous recevrons Samir Grimes, président du jury du concours national du journalisme environnemental 2021. Amateurs et professionnels sont concernés. Comment être à la hauteur des attentes de la jeunesse de notre pays en Algérie? Eh bien, une question à laquelle Salah Eddine Tiyar répondra. Il est président de la Fondation des jeunes ambassadeurs algériens. Inutile de vous rappeler qu'à la veille d'un important rendez-vous électoral, la jeunesse est au cœur des programmes des candidats pour la semaine prochaine. Juste après, nous vous parlerons de l'école informelle depuis déjà de très nombreuses années. Vous le savez, c'est un phénomène qui est tendance à la mode. Les cours particuliers, qu'ils soient supplémentaires, de rattrapage ou encore de soutien, différentes appellations pour le même concept. Felabraz viendra tout nous dire à ce sujet. Sur le même plateau, les mangas 100% des aides seront également à l'honneur ce matin avec le commissaire du Festival international de la bande dessinée d'Alger, Salim Brahimi, plus connu sous le nom de Sayen, un homme aux multiples casquettes. En tout cas, ce qui nous intéressera ce matin, eh bien, c'est le monde de la BD algérienne, le monde des mangas algériens et comment il s'est fait de plus en plus populaire en Algérie. Je vous laisse avec les nouvelles du temps, on se retrouve juste après. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. C'est parti pour votre journal météo, votre premier journal météo de la journée avec vous, Fériel. Bonjour. Bonjour à vous, Nour. Excellent réveil. Ravi de vous retrouver. Eh bien, pour aujourd'hui, la tendance sera à l'amélioration. Le soleil est de retour par l'ouest. Après dissipation de brume, des nuages bas, le soleil s'installera à l'ouest vers le centre. Beaucoup de brouillard aussi au lever du jour. Puis le temps deviendra à nouveau dégagé. À l'est, des nuages persistent et résistent. Ces nuages seront parfois assez denses, suivis d'une nette amélioration à partir de l'après-midi aussi vers l'est. Sur la partie sud, on notera un ciel souvent voilé, parfois même orageux. Au sud-ouest, au Nord-Sahara, le Sahara central, des soulèvements de sable sont prévus au Nord-Sahara, au Sahara oriental, le sud des oasis. Les températures, les voici grâce au retour du soleil. Les températures repartent à la hausse, les maximales au nord surtout, avec 33 degrés à Relizane, 27 à Alger, il fera 28 à Nabaskikda, 30 à Guelma, 28 aussi à Batna, 31 Djulfa. Sur la partie sud, 40 à Béchar, 37 Hassim Saoud, 39 Gherdaya. Ça varie entre 46 et 47 pour l'extrême sud, 47 aussi pour le Sahara central et c'est le maximum aujourd'hui, 38 à Tamanrasset, 39 à Janet et enfin 37 Hassim Saoud et Ouled Jalal. À présent, voici l'état de la mer. Cet après-midi, nous aurons une mer peu agitée sur l'ensemble des côtes algériennes, avec des vents modérés qui varient généralement entre 30 et 40 km/h à l'ouest, entre 20 et 40 km/h au centre, et enfin entre 20 et 30 à l'est. Aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera à 20h04. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 w.météoalgérie.dz. Je vous remercie pour votre présence. À tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Vous l'aurez compris, donc des températures clémentes avec le grand retour du soleil. On est content. Voilà. Merci Félel pour ces nouvelles. Donc, je tiens à préciser qu'on vous retrouvera donc après les éditions de midi et celles de 19h tout au long de cette journée. À tout à l'heure. Merci, belle journée à vous. On entame cette matinale tout en musique avec le célèbre tube Anna Djezairi du groupe Day. Excellent réveil en notre compagnie.
Donc Anna Desaliers du groupe Edday. En tout cas, on espère que vous avez apprécié ce doux réveil en notre compagnie en direct sur Canal Algérie. Allez, place à présent à votre rubrique psychologie. Ce matin, nous allons parler de la place qu'occupent bien sûr les droits de l'enfant dans le programme des futurs élus aux élections législatives. Avec vous, Aïda Machri, on en parle. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, alhamdoulilah. Alors, déjà, avant toute chose, il faut bien évidemment établir les besoins fondamentaux de l'enfant. Ah, il me semble que c'est primordial. Aujourd'hui, si on parle de l'enfant, il nous revient de droit déjà de bien définir les concepts, de bien placer un tout petit peu tout le contexte qui concerne l'enfant. Et puis parler de l'enfant spécialement, c'est quoi ses besoins, comment on pourra vraiment construire un programme autour de ce qu'il vit dans sa famille, à l'école, dans ce quotidien de tous les jours. Et je crois qu'aujourd'hui, le vrai langage, nous, parents, tous les professionnels qui l'entourent, on ne pourra que souligner les besoins physiologiques en premier lieu. Oui. Aujourd'hui, un enfant ne saura jamais dire « j'ai faim », j'ai besoin de boire, j'ai besoin de bien me nourrir. Il n'a pas la capacité de revendiquer quelque chose qui est pour nous primordial. On ne peut pas aujourd'hui balancer un enfant dans des festivités, des rencontres, dans un contexte scolaire, dans un contexte de rencontre, dans une famille, là où on ne fait pas très attention à sa première base, à l'initiale, pour pouvoir vraiment revenir à aider, écouter, veiller à ce qu'un enfant soit en bonne santé et dans un contexte parfait, bien équilibré. Et je crois que ça, c'est l'une des priorités, nous professionnels, mais aussi les parents, parce que voilà, et ça c'est dans le quotidien des mamans, hein. Souvent c'est son fils a un peu faim, et voilà, on trouve des crises de colère, un changement de comportement, un contexte vraiment qui peut déborder dans le relationnel, une anxiété, beaucoup de choses. Moi je crois qu'aujourd'hui, réfléchir un tout petit peu à bien construire autour de l'enfant tout le contexte qui va avec. Un enfant qui joue une pièce théâtrale, un enfant qui peut participer à un événement, un enfant qui se retrouve dans un contexte dehors, un enfant qui est invité dans une rencontre, à l'école. On fait très attention à ces besoins qui sont primordiaux. D'où l'autre, le côté psychologique. Aujourd'hui, on revient, on balance vers un autre détail, c'est le sentiment de sécurité. Aujourd'hui, l'une des priorités dans lesquelles on est invités, nous, tous professionnels, à voir comment on peut protéger cet enfant et le mettre en sécurité par rapport à une sécurité physique. Aujourd'hui, la maltraitance, voilà, il peut se retrouver dans des lieux dangereux, il peut se retrouver dans des contextes particuliers qui peuvent nuire à sa santé, mais aussi une protection, une sécurité psychologique. Et puis, tout un plan doit être établi justement pour assurer les différents axes qui feront en sorte que l'enfant grandisse correctement, dans de bonnes conditions, absolument, en sécurité aussi. Je crois que le plan viendra en deuxième partie pour pouvoir vraiment clarifier justement tous ces besoins. Oui. J'associais un tout petit peu le sentiment d'appartenance aujourd'hui. Un enfant, c'est très important de pouvoir réfléchir à son identité, qu'est-ce qu'on peut lui transmettre. Un enfant doit savoir à qui il appartient, comment il peut construire un tout petit peu son histoire, son vécu, comment il peut construire ses propres projets, appartenir à une société, à une culture, à une famille, à une école, à un groupe. Toute cette partie, ces besoins sont très vitaux pour l'enfant. Ça donne l'identité, ça donne la vraie force du lien. Une bonne estime de soi dans laquelle on reconnaît à l'enfant, mais aussi la reconnaissance de ses professionnels, de ses parents qui l'entourent. Une reconnaissance, là on peut dire à l'enfant, oui tu existes, tu es bon. C'est ce retour de miroir qui va lui permettre d'exister, qui va lui permettre de consolider un tout petit peu ses efforts pour pouvoir vraiment porter une parole, une voix, une créativité, dire les choses, même s'il est différent, on va dire, j'inclus les enfants à besoins spécifiques, mais aussi tous les enfants qui ont besoin d'un cadre particulier, les enfants ont le droit, et puis c'est à nous aussi de construire quelque chose pour leur permettre justement de dire les choses. Et je crois que le plan long terme maintenant, si on veut revenir à tous ces besoins pour permettre à l'enfant de dire les choses et puis de bien baigner dans tout ce contexte dans lequel on peut le nourrir,
c'est important de parler de l'école en premier lieu. La scolarité revient de force parce que permettre à un enfant d'être scolarisé et puis lui offrir la chance de pouvoir rebondir. Moi, quand on parle de l'école, probablement ce n'est pas dans le contexte normal, là où les enfants sont scolarisés dans les classes, mais revenir dans des situations difficiles, là où les enfants décrochent, là où le contexte scolaire ne va pas avec le programme de l'enfant, sa capacité. Les écoles spécialisées aussi, aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment s'arrêter par rapport à ce grand besoin. Comment on peut vraiment intégrer les enfants pour qu'ils puissent vraiment bénéficier d'un enseignement adapté à leurs besoins. Aujourd'hui, un enfant, on va souligner un tout petit peu les enfants autistes, les enfants qui présentent un handicap spécifique. Ils ont besoin aujourd'hui à un cadre très ciblé, des classes intégrées, un programme vraiment très profond. Je crois que l'une des priorités de ces plans, c'est de pouvoir regarder, encadrer, soutenir un tout petit peu ce contexte dans lequel l'enseignement prend le dessus parce que c'est l'apprentissage. Qui dit enfant dit apprentissage. Tout à fait. Et puis donc une prise en charge de tous les enfants, qu'importe leur handicap, leur spécificité. Un enfant de manière générale c'est spécial. Oui. On lui accorde qui a besoin d'une certaine attention, un certain intérêt. Donc ça reste tout de même une procédure de longue haleine. Absolument. Et puis tous les acteurs de la société sont concernés. Donc s'il y a un maillon qui est défaillant, il y a un problème. Ça vous le dit tellement bien parce qu'il me semble que je vais ajouter un pas en avant pour dire que ce qui ne manque, et probablement on est sur ça aussi, c'est de travailler en réseau, c'est de pouvoir créer un travail de concertation. Quelque chose qui pourra nous permettre, nous, équipe pluridisciplinaire, dans les différents lieux, dans les différentes casquettes, sous les différentes casquettes, chacun a ses outils pour pouvoir vraiment réfléchir, mais donner ce qui peut construire le projet commun. Aujourd'hui, moi seule dans mon coin, ça ne marchera pas. Je pourrais aider probablement, mais ce qui nous invite tous à voir les choses de près, c'est comment on pourra regarder la situation de l'enfant dans sa scolarité, sa santé. Aujourd'hui, le soin est une priorité pour pouvoir vraiment aider, soutenir, soigner l'enfant. Sa santé mentale aujourd'hui qui est une priorité. Le diagnostic précoce pour les parents, pouvoir vraiment faire l'accompagnement qu'il faut dans tout ce qui est troubles de comportement, dans tout ce qui est les crises, dans tout ce qui est problèmes relationnels. Aujourd'hui, c'est à nous de pouvoir vraiment réfléchir à réparer. Et je crois que la réparation ne vient pas d'un seul angle, mais c'est ça l'énigmatique de l'être humain. Ça, si on était une machine, les choses auraient été beaucoup plus faciles, le 1, 2, 3. Mais voilà, l'être humain est beaucoup plus complexe, il a besoin d'un travail psychologique très profond et surtout de professionnels qui l'entourent pour pouvoir vraiment souligner les défaillances, mais aussi réparer en deuxième lieu. Et si je parle réparation, bien sûr, je souligne les familles en détresse, je souligne un peu les périodes et les moments difficiles. Aujourd'hui, probablement le Covid, cette pandémie nous a invités à revoir comment on peut réfléchir sur différents axes, comment on peut vraiment gérer, accompagner une famille, puis réfléchir tous ensemble à ces besoins qui sont très simples. Vous savez, ce que j'apporte aujourd'hui dans ma parole, c'est quelque chose qui est très palpable dans le relationnel avec l'autre, mais aussi très réfléchi à un très haut niveau. Ça veut dire prendre la bonne décision dans le bon moment. Je crois que c'est ça qui donne la richesse et c'est ça qui nourrit la parole. Sinon, on peut dire beaucoup de choses comme ça, mais ça peut passer entre les lignes. On ne cible pas les vrais besoins de l'enfant. Et je crois que vous me permettez aujourd'hui de dire que combien c'est important de lire cette spécificité de l'enfant lui-même, mais construire le cadre pour pouvoir réellement l'écouter et accompagner les parents. Totalement. Alors pour accompagner, bien sûr, il faudrait faire appel à des professionnels, des experts qui eux-mêmes doivent être quelque part formés donc pour se mettre au diapason, pour se mettre à jour. Absolument. En ce qui concerne donc le suivi, l'accompagnement, la protection de nos enfants. Absolument, ça, moi je dirais c'est primordial. On ne peut pas du jour au lendemain gagner un thérapeute chevronné. Ça se travaille dans les années, ça se travaille dans une pratique très profonde avec
un contexte qui permet à ces professionnels réellement de s'épanouir. Un contexte socio-culturel aussi. Absolument. Vous savez, aujourd'hui, un professionnel qui n'a pas l'étayage, qui n'a pas la force, qui n'a pas le contexte, qui n'est pas soutenu, qui n'est pas reconnu dans ses fonctions, ne saura pas offrir cette partie plaisir, cette partie force pour pouvoir aider. L'aide et le soin, c'est vraiment un travail de cœur, là où c'est très important de souligner l'effort de ces professionnels, de reconnaître ce qu'ils ont fait, ce qu'ils continuent à faire, ce qu'ils sont en train de combattre pour pouvoir écouter, redéfinir, même s'ils sont disqualifiés dans leurs fonctions, même s'ils sont vraiment, moi je dirais, secoués dans les profondeurs de leur dons. C'est inné chez les professionnels, mais voilà que soutenu par un besoin, par une détresse, par une anxiété comme ça, par des familles qui passent par des moments difficiles, endeuillées, qui ont peur face à une détresse. Moi, je crois qu'aujourd'hui, et dans ma société, on frôle quelque chose de très important, c'est de revenir à cette formation continue pour permettre à ces professionnels d'actualiser, de renforcer un tout petit peu leurs compétences, mais aussi de former les équipes de plus en plus. Aujourd'hui, il y a un phénomène de spécialisation qui s'installe de plus en plus. Les médias jouent un rôle extraordinaire, les journées, les professionnels de plus en plus s'inscrivent dans les journées, la participation, les formations, tout ça. Moi, je crois que consolider par tout ce qui peut aider un professionnel sur plusieurs plans. Moi, je dirais le soin, santé, la santé mentale aussi, le côté juridique, la protection aussi, tout ce qui est social pour pouvoir vraiment enrichir le travail de réseau devient une priorité aujourd'hui pour pouvoir vraiment soutenir les professionnels et puis de leur permettre d'être acteurs pour justement ouvrir vers les familles, ouvrir vers les usagers qui frappent la porte, mais aussi qui ne savent pas probablement où, qui, par qui, comment vraiment définir les choses. Je crois que ça, c'est les b.a.-ba de tout projet dans lequel on peut construire une pensée, un plan, un discours sur lequel on peut s'appuyer pour pouvoir améliorer les compétences. Tout à fait. Et puis on a vu, Aïda Mechri, donc vous le savez, l'émergence, la naissance de plusieurs associations, plusieurs fondations, à l'instar de la fondation, bien sûr, algérienne de la recherche et de la coopération juridique algérienne, donc qui est essentiellement composée de magistrats, de juges, d'avocats. On avait reçu 2 de leurs membres ici la semaine dernière sur ce même plateau. C'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle fondation et leur première action était justement en faveur des droits des enfants. Ah oui, oui. On voit à quel point c'est important. C'est très important, ça bouge énormément, ça nous permet quand même de voir une autre dynamique qui s'installe autour de ces questions profondes. Mais vous savez, ça, ce n'est pas rien du tout. La création des nouvelles lois de la protection de l'enfance, le renforcement aussi, tout ce qui est l'événement, les festivités autour de l'importance de ce contexte juridique. Moi, je dirais que voilà, il y a quelque chose qui s'installe de plus en plus et ça nous permet aussi de se projeter pour pouvoir continuer justement d'enrichir d'un côté tout ce qui peut être juridique, là, continuer à perfectionner, améliorer les compétences et les lectures, de l'autre, de pouvoir écouter sincèrement ces familles, de pouvoir vraiment agir sur le terrain entre tout ce qui est théorie et pratique. Ça, je crois que c'est à nous maintenant de retrouver le lien et pour pouvoir traduire ça sur le terrain avec une pratique palpable, réelle sur le terrain. Vous avez tout dit. Merci Aïda Mechri. Donc un travail de longue haleine. Absolument. Et vous êtes là tous les lundis pour nous en parler tous les matins, tous les lundis matins. Merci d'avoir été avec nous. Donc on vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Intéressons-nous, amis du matin, à présent à la wilaya d'El Taraf qui compte plus de 60% de superficie forestière, des milieux naturels riches et des plus diversifiés, représentés par plusieurs écosystèmes marins, terrestres, palustres, encore dunaires, mais aussi des lacs d'une grande importance biologique qui nécessitent bien sûr protection et valorisation. Gros plan ce matin sur le lac Tonga, un sujet qui a été réalisé sur place par notre reporter Ariles Ould-Hamouda.
Floristique et faunistique est très importante du fait qu'il se trouve dans le bassin méditerranéen. Il englobe des espèces faunistiques et floristiques très rares. Il se trouve sur la ligne ou bien sur la voie de migration qui s'appelle Flyaway. C'est la plus grande voie de migration des oiseaux d'eau hivernants. De multiples dangers guettent cette zone humide. Elle fait face à une réelle menace de dégradation à travers certaines pratiques illicites qui impactent la qualité biologique et le fonctionnement écologique de ce site naturel. L'une des autres principales activités du parc, c'est le suivi des délits et des infractions sur le territoire du parc. Car cette opération s'effectue en conjointe collaboration avec la conservation des forêts de la ville de Tarf. Donc c'est pour poursuivre les délinquants, surtout au niveau du bassin hydrographique, c'est-à-dire la partie amont du site Ramsar, du fait qu'il y a beaucoup d'activités néfastes pour les lacs, notamment la coupe du bois, les défrichements, le surpâturage, donc qui va se répercuter sur la santé des zones humides et qui va contribuer à moyen ou à long terme à la disparition des sites Ramsar. Nous assurons la protection, la préservation des sites naturels et des sites Ramsar au niveau du parc national d'El Qala en matière de sensibilisation et vulgarisation par un programme d'activité tout au long de l'année. Le parc national d'El Qala organise des opérations financières ou non financières par les programmes de volontariat avec les différents secteurs et les différents partenaires du parc national d'El Qala pour éliminer tous les déchets solides au niveau des déchets sauvages, au niveau des espaces naturels ou les milieux naturels et aquatiques. Le lac Tonga fait partie intégrante du parc national d'El Qala, qui nécessite l'application et le suivi strict des protocoles techniques de conservation de la biodiversité d'intérêt mondial en Algérie. Le lac Tonga, donc l'un des plus importants d'Afrique du Nord, un sujet réalisé donc, on le rappelle, par Ariles Ould Hamouda. Et on reste toujours avec la même thématique, celle de l'environnement, avec notre premier invité, Samir Grimes. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Alors merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. L'actualité est de taille. Alors vous êtes président du jury du concours national du journalisme environnemental 2021. C'est la première édition? C'est effectivement la première édition d'un concours national sur le journalisme environnemental. Bien sûr, ce type de concours, il a trois objectifs majeurs. Donc le premier, c'est un peu mettre en valeur le travail ou un contenu journalistique qui a un lien avec l'environnement ou la protection de l'environnement, disons de manière générale avec l'éco-citoyenneté. Le deuxième objectif, c'est valoriser le travail qui est fait par les journalistes qui travaillent sur les questions environnementales, qui participent aussi à la diffusion de la culture environnementale, l'éducation environnementale et la responsabilité environnementale. Et enfin, c'est la promotion de l'écologie, tout simplement, puisqu'on est dans un contexte de développement durable, une course vers les ressources. Donc il s'agit de promouvoir et d'encourager cette culture environnementale. Faire une économie circulaire aussi, on pourrait en parler des heures. Ouais, économie circulaire, économie verte, économie bleue. Éco-responsable, on va continuer. Alors donc, ce sont en gros les meilleurs contenus médiatiques qui seront récompensés, qui aborderont bien sûr des sujets relatifs à la préservation de l'environnement, la préservation de l'écologie. Comment cette idée a germé? Écoutez, cette idée, elle a germé. D'abord, l'initiateur, c'est le club de spéléologie et de sport de montagne de Mbeda. L'organisateur, c'est KBM. Et puis, c'est surtout sous le parrainage de Madame la ministre de l'Environnement. Donc, l'idée est partie du fait que les journalistes sont des acteurs clés aujourd'hui et qu'on se rend compte que le contenu éducatif sur les questions environnementales commence à prendre de l'ampleur dans le pays. Et puis, c'est une fraction de journalistes qui ne sont pas très visibles, qui font un travail de fourmi
et qu'il s'agissait vraiment de valoriser le travail qui est fait. Parfois, c'est un travail d'investigation. C'est des solutions qui sont proposées par des activités journalistiques aussi. Donc, l'idée, c'était vraiment de mettre en valeur et de mettre en lumière cette catégorie de journalistes sans qui, peut-être, on n'aurait pas touché une partie importante des Algériens, pas forcément dans les grandes villes, mais dans les espaces ruraux, dans des zones un peu reculées, mais qui ont accès aux médias publics et privés algériens. Donc, l'idée, c'était vraiment de mettre en valeur ce travail qui est important. Tout à fait. Alors, selon vous, Monsieur Samuel Grimès, est-ce que les journalistes, les médias abordent suffisamment les questions écologiques, environnementales? Écoutez, même si on doit souligner qu'il y a un effort important qui est fait ces dernières années, un certain nombre d'émissions qui sont dédiées totalement à l'environnement, au changement climatique, aussi bien des émissions ou des contenus audiovisuels, mais aussi des contenus écrits. On a de plus en plus de journalistes plus ou moins spécialisés ou qui s'orientent sur les questions environnementales dans la presse écrite, en langue arabe et en langue française. Mais je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux que ça. C'est-à-dire si on regarde, par exemple, le ratio, je n'ai pas le chiffre précis, mais si on regardait le ratio, par exemple, du nombre de journalistes qui travaillent sur les questions environnementales par rapport au nombre de journalistes global dans le pays, je pense qu'on peut faire un bond qualitatif, voire quantitatif, assez important pour les prochaines années. Vous me direz, ce n'est jamais assez suffisant? Non, ce ne sera jamais assez suffisant parce que l'investissement dans l'éducation éco-citoyenne, dans l'environnement aujourd'hui, c'est probablement l'un des investissements les plus importants pour le pays. Tout à fait. Alors, Samuel Grimès, on revient au concours. Combien de participants? Écoutez, aujourd'hui, on est très surpris. Il y a déjà un certain nombre de participants. J'ai peut-être oublié de souligner que les contenus journalistiques qui sont éligibles, c'est d'abord la presse écrite, donc des articles qui ne devraient pas dépasser 10 000 caractères, espace compris, et tout ce qui est audiovisuel qui ne devrait pas dépasser 26 minutes. Donc, même des petits spots ou des petits documentaires de 3, 4, 5 minutes sont tout à fait éligibles. Alors, il y a la question de la forme, il y a la question du fond. Sur le fond, il faut que ce soit pédagogique, plutôt sur la forme. Il faudrait que le contenu soit pédagogique, il faudrait qu'il ait une espèce d'esthétique et de forme acceptable. Mais sur le fond, surtout, il faudrait que le contenu touche et qu'il fasse écho à une problématique environnementale qui concerne l'Algérie, changement climatique, déchets, biodiversité, écosystème oasien, éducation des enfants sur les questions environnementales, sensibilisation. Donc il faudrait vraiment qu'il touche une question qui concerne directement l'Algérie, bien que toutes les questions environnementales sont plus ou moins universelles aujourd'hui. Voilà, donc nous avons eu pour l'instant beaucoup d'inscriptions. C'est toujours ouvert, les inscriptions C'est ouvert jusqu'au 22-23, c'est ouvert jusqu'au 22-23 juin. Nous espérons encore en recevoir davantage. Nous avons eu quelques appels, quelques emails ces derniers temps, des gens qui demandaient à avoir de l'information. Vous savez que c'est sur le site déjà www.cnge. Qui s'affichera dans peu de temps. Oui. tradeunionDZ.com. Donc c'est là où l'inscription doit être faite et c'est là où on peut trouver de l'information aussi sur le premier concours national sur le journalisme environnemental. Et alors les thématiques, l'environnement c'est un monde à part, hein, c'est plusieurs thématiques. On a les formats, on a format radio, télé, presse écrite. Presse écrite, oui, 10 000 caractères ou plus. Vous avez documentaire, reportage, format reportage? Alors vous avez cinq formats. Voilà. Donc vous avez le lanceur d'alerte, j'ai peut-être oublié de le mentionner, c'est important. Donc le contenu lanceur d'alerte, enquête, reportage, interview. Et puis une catégorie assez intéressante, c'est, on va dire, contenu de journalisme de solution. Voilà, vous pouvez peut-être me poser la question. Justement, j'essaie de comprendre, présenter les problèmes et juste après apporter les solutions. Voilà, parce qu'il y a deux types d'approches journalistiques des questions environnementales. C'est faire des constats et des diagnostics, c'est bien. Mais s'il y a quelques suggestions, ou des propositions, ou des recommandations, voire des expériences réussies ailleurs par rapport à des problématiques précises, c'est encore mieux. Donc ce type de contenu intéresse aussi ce premier concours national. C'est aussi quelque part un message lancé au pouvoir public pour pouvoir agir au niveau des solutions. Écoutez, on avait commencé par soulever la question de l'importance du journalisme environnemental. Je disais que c'était un diffuseur d'éducation environnementale, de valeurs environnementales, de sensibilisation environnementale, en fait de conscience environnementale. Donc forcément, la presse écrite et les supports audiovisuels sont aussi écoutés par les responsables, par nos décideurs, et donc c'est un message vers eux aussi. Très bien. Alors, la remise des prix, c'est pour quand? C'est la fin juin. Fin juin, on n'a pas de date précise encore? Normalement, c'est vers on va dire 29-30 juin, mais peut-être que je dois aussi souligner la chose suivante. En plus des 5 catégories, il y a 2 espaces un peu particuliers pendant ce concours. C'est le prix Mentor, c'est un prix qui va un peu
pas un peu, qui va beaucoup donner de la valeur à un journaliste ou une journaliste qui a une carrière exemplaire sur la question une certaine reconnaissance environnementale. Voilà, une certaine reconnaissance. Ça pourrait être aussi une personnalité nationale hein, qui a beaucoup fait pour l'éducation, la sensibilisation des solutions environnementales. Et puis, il y a un prix spécial aussi pour les lanceurs d'alerte, donc pour les talents prometteurs. Donc, c'est pour les jeunes blogueurs qui aussi participent dans les réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas absolument être journaliste, amateur ou professionnel, c'est ça? Réseaux sociaux aussi. Donc, il y a un prix spécial pour les prometteurs, donc pour les lanceurs d'alerte, pour les blogueurs, mais qui participent, contribuent aussi à la sensibilisation environnementale en Algérie. D'accord. Alors, vous n'avez pas trop eu de mal pour trouver des partenaires justement sensibles à cette cause? Bah écoutez, je sens c'est toujours un peu difficile, mais on se rend compte que quand même nos entreprises, nos institutions aussi contribuent directement au financement de ce type d'opération, et donc tant mieux pour la construction éco-citoyenne et environnementale en Algérie. Alors, est-ce que vous pensez que les Algériens sont suffisamment sensibles à cette cause? Écoutez, pour être très honnête avec vous, je dirais qu'on n'est jamais suffisamment sensible, mais je pense qu'en Algérie, on devrait faire un peu plus d'efforts. Il y a quelques jours, dans un débat qu'on a eu sur la question environnementale, tous les participants avaient souligné la chose suivante. Le plus grand chantier de l'action environnementale de l'Algérie, c'est celui de la sensibilisation, de l'éducation et de la vulgarisation environnementale. Tout à fait. Merci Samuel Grimès, merci. Merci d'avoir été avec nous. Donc, je vous rappelle que vous êtes directeur, président du jury du concours national du journalisme environnemental 2021. Les inscriptions sont toujours en cours. Je pense que vous allez avoir... tous les gens vont se ruer vers votre site. En espérant que votre émission va booster un peu ce processus. C'est le but. C'est le but aussi. Hein. On est avec vous. Alors, médias privés, publics, amateurs, on est tous concernés. Ouais. Très bien, merci d'avoir été avec nous, très belle journée à vous. Je vous laisse avec cette boucle d'images, on revient juste après. Une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire.
Allez, on a le plaisir d'accueillir, de recevoir Salim Brahimi. Bonjour Salim. Bonjour Nor. Comment ça va, plus connu sous le nom de Sayen. Comment tu vas? Très très bien, et toi? Très très bien. Alors, on se tutoie, ma cache. Oui, on avait l'habitude de se croiser dans les couloirs de la Chaîne 3. Ben là, c'est sur le plateau du Bonjour d'Algérie. En tout cas, je suis très contente de te revoir. Et c'est partagé. Alors, Sayen, on te connaît plus sous l'identité. Voilà, tu es à la tête de la rubrique culturelle à la Chaîne 3. Aujourd'hui, eh bien, on ne s'intéressera pas à ça, on s'intéressera plutôt au féru qui est en toi, au féru de la bande dessinée, du manga des aides algériens. Oui, absolument. Donc voilà, qu'à l'approche du FIBDA que nous espérons en octobre, on espère. Donc voilà, on va en parler. On va en parler. Alors justement, tu m'avais interpellé tout à l'heure par rapport au spot Covid, donc prévention, sensibilisation à travers ce spot Covid. Est-ce que justement les dessinateurs de manga et de bande dessinée se sont adaptés à la crise sanitaire? Oui. Avant de parler, parce que là je t'écoute et tu me dis dessinateur de manga, de bande dessinée. En fait, le manga, il y a exprès. Oui. La bande dessinée, en fait, existe sous trois grandes formes. Il y a trois grandes écoles de bande dessinée dans le monde. Il y a l'école américaine qui s'appelle le comic books ou le comic. Et chez eux, comics, c'est un style, c'est une manière de faire et tout. Mais aussi, aux États-Unis, quand on dit comics, on peut parler aussi de manga. Quand ils disent Japanese comic, ça veut dire une BD japonaise. Mais comics désigne aussi pour eux terme de bande dessinée. En Europe, il y a le franco-belge, le format classique, qui désigne la BD franco-belge. Et au Japon, c'est manga. Manga désigne un style de bande dessinée qui prend la voix japonaise. Mais chez les Japonais, quand on dit manga, c'est bande dessinée en japonais. Et pour revenir tout est relatif. Tout est relatif. En fait, chacun nomme la bande dessinée selon ses normes. Pour le Covid, donc les auteurs de bande dessinée algériens, communément appelés BDistes, en fait se lâchent sur les réseaux sociaux et ils dessinent le Covid. Souvent, ils malmènent le virus Hadak. Ils ont raison. Récemment, il y a un des auteurs qui s'appelle Togi, donc il a été primé, donc il a été édité dans un collectif international où il représentait l'Algérie avec le Covid. Donc on peut le voir sur sa page Togiland. Donc il était tout content de recevoir sa copie physique du collectif où il a contribué. Génial. Alors Salim, tu es donc fraîchement nommé commissaire donc, du FIDBA, donc le Festival international de la bande dessinée d'Alger, directeur d'édition Z-Link, je ne me trompe pas? Oui, avant, mais bon. Éditeur de la revue L'Abstin, pour dire que voilà, tu as fait beaucoup de choses. Oh, oui, pour mon engagement personnel et celui des gens qui m'entourent aussi ne date pas d'hier. Donc on travaillait depuis pas mal de temps. Bon, en tout cas, officiellement, on a commencé à faire de la bande dessinée d'une manière officielle depuis 2007, mais on le faisait bien avant. Hein. Et donc notre but, ça a toujours été de promouvoir le 9e art algérien, la bande dessinée Made in Algeria, 100% des aides. D'ailleurs, personnellement, j'avais lancé le style des aides manga, que j'ai nommé moi-même des aides manga. Et en fait, c'est d'inspiration manga, mais en racontant des histoires algériennes. 100% algériennes. Et après des années, donc ça a pris de l'ampleur. Ça a pris de l'ampleur. Donc 3 thèses d'études ont été faites sur mon travail personnel et celui de nos équipes à l'université Swarthmore College. En Philadelphie aux États-Unis par signé le docteur Alexandra Gaiden-Turek. Donc les thèses sont disponibles. Et récemment, donc, malheureusement les frontières étaient fermées, j'ai été invité à Tokyo, au Japon, à l'université de Tsukuba plus exactement, pour justement animer une conférence sur la bande dessinée algérienne. Tu l'as fait en ligne, il me semble. Je l'ai fait en ligne justement, elle est disponible en ligne, donc en virtuel, donc avec des Japonais. Et donc moi, ce qui m'a étonné, ils ont lu nos BD, avec le détail. Quelque part, c'est grâce à toi, tu as été l'ambassadeur de cet art. Moi, je suis une personne parmi tant d'autres. Il y a beaucoup d'Algériens comme moi qui sont passionnés par la bande dessinée, qui croient en ça. Et l'Algérie est un pays qui est connu pour son histoire avec la bande dessinée. C'est le pays leader. Même avant l'indépendance, on a M. Zanoun qui est doyen de la bande dessinée, qui avant même l'indépendance de l'Algérie, qu'est-ce qu'il faisait? Imaginez, nous étions occupés par la colonisation. Et il y avait les revues, elles étaient forcément françaises, de l'administration française. Qu'est-ce qu'il faisait lui? Il est intelligent. Dans des strips, des BD de presse,
ils mettaient des petits drapeaux, l'étoile le croissant algérien cachés comme ça chez ces personnages et ils ne les remarquaient pas. En fait, c'était des petits messages qu'ils laissaient. Donc quand il m'a ramené des copies ça, de Algérie Actualité, il y a plusieurs journaux de l'époque où ils faisaient passer ça, c'était impressionnant. Donc les Algériens étaient nourris, sevrés par la bande dessinée donc, depuis pas mal de temps. Et nous sommes leaders, en tout cas l'Algérie, à travers nos pères. Je ne vais pas citer Slim, je ne vais pas citer Aram et d'autres, et sont nombreux, qui ont façonné la bande dessinée, même après l'indépendance, avec la célébrissime revue Mqedesh et les autres revues, le Manchar, le journal satirique et d'autres. Et donc, on est parti jusqu'au festival de Burj El Kifan, qui a eu lieu. Ensuite, il y a eu la décennie noire, malheureusement, où ça s'est arrêté. Tout s'est arrêté d'ailleurs, de toute façon. Évidemment. Et ensuite, la reprise s'est faite avec nous, la nouvelle génération, qui sommes ouverts à tous les styles, comics, manga ou style franco-belge, c'est les grandes écoles, mais on a toujours gardé, insisté, notre touche algérienne, notre âme, notre histoire, notre quotidien, notre humour algérien, on le raconte à travers ces BD-là. Et vous dessinez? Enfin, tu dessines? Moi, j'ai fait bon, moi je dessine très peu, parce qu'il faut pas trop fourrer au moulin. Oui. J'ai fait trois BD et 6 sorties en plusieurs langues. Sami Koun 1 et 2 avec Marniche Abdelrani, Nahla et les Touaregs avec Matou Gifla et d'autres projets. Ça raconte l'histoire de notre Algérie. Bien sûr, Nahla et les Touaregs, c'est une fille algérienne qui se perd à Taman Rasset et elle découvre la culture Touareg. Donc son père est archéologue, voilà, donc c'est une BD d'ailleurs qui a été lue au Japon et ils l'ont lue avec les détails. Elle a été traduite, elle va être traduite. Ils ont traduit pas traduite commercialement, mais à l'université ils l'ont traduite, l'université de Tsukuba, ils ont traduit d'ailleurs Sami Koun aussi. Et pour les étudiants, ils l'ont lu. Oui, j'étais impressionné. Donc, voilà, en plus, ils ont envoyé ces docteurs Aoyagi. Tout est en ligne, tout est sur Internet. Docteur Aoyagi Etsuko, qui est chercheur à l'université d'art de Tsukuba. Elle est au département langue et culture et art. Ils l'ont envoyée en Algérie, elle est venue, elle a fait un entretien, d'ailleurs il y a les vidéos, je les ai mises sur le web, elle est venue ici, elle m'a vu. Docteur, c'est-à-dire sans prise en charge, elle n'a pas été invitée par un festival, elle est venue par ses propres moyens. Passionnée, et Alexandra Gaidentura, qui est docteur justement à l'université d'art, la prestigieuse université d'art de Philadelphie, elle est venue voir nos travaux, c'est ça, franchement ça... C'est merveilleux. Est-ce qu'il y a des jeunes justement qui viennent vers toi, qui te disent voilà, on est tout aussi passionnés de manga? Oui, qu'est-ce qu'on doit faire pour... Nombreux. Ils posent toujours les mêmes questions. Est-ce qu'on se lance? En tout cas, moi, un conseil que je donne. Si vous voulez faire de la bande dessinée, faites-le en parallèle. Ne le faites pas comme pour vivre. Ça ne fait pas vivre, clairement. Ah, clairement. Mais même pas qu'en Algérie, hein, même dans le monde entier. Ça ne fait pas vivre. Donc, suivez vos études, votre travail, laissez-le comme premier objectif, mais la bande dessinée, gardez-la comme passion. Moi, c'est le conseil que je peux donner parce que il ne faut surtout pas la lâcher. Et en plus, à travers moi, mais à travers d'autres, ils passent, les gens algériens sur Facebook, ils inondent les réseaux sociaux avec leurs planches de BD. Ils racontent tout, en fait, tout, de différentes manières. Humour, satire, horreur, tout. Tous les styles, toutes les catégories. En tout cas, on sent ta passion, tu as envie de dire tellement de choses en même temps. On va dire plus speed que moi, ça, j'ai jamais vu. Enfin, j'ai rarement vu. Alors, on va revenir juste au feedback. Alors, tu es en pleine organisation de ce festival. En fait, j'ai été fraîchement nommé commissaire du FIBDA, Festival international de la bande dessinée d'Alger. Donc, on espère tout est lié, comme vous le savez, comme tu le sais, à la situation sanitaire du pays. J'espère qu'il aura lieu en octobre. On exclut Canal, c'est pas sûr. On attend toujours la confirmation de la tutelle du ministère de la Culture, qui d'ailleurs, à travers Madame la ministre Malika Bendouda, accorde beaucoup d'intérêt à la bande dessinée. Beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, elle a donné des instructions pour qu'on intègre la bande dessinée à l'École nationale des beaux-arts. Il y a aussi le cosplay. Le cosplay, c'est l'autre facette, je vais y revenir. Et en fait, pour le FIBDA, nous comptons, nous espérons organiser une micro-version avant le FIBDA, juste parce que les jeunes nous demandent beaucoup le festival. Donc, juste après le bac.
Donc, on était peut-être 3 jours à l'Iyad al-Fitr. C'est en gestation, donc c'est pas encore confirmé. Mais si ça a lieu, on le dira. Voilà, c'est un appel que tu lances quelque part. Allez, laissez-nous. Non, c'est pas un appel, non. Je pense qu'ils veulent, mais en fait, c'est pas très évident d'organiser des événements en ces temps de. Oui, Covid. on est toujours en temps de crise sanitaire. En fait, du côté du ministère de la Culture, ils sont pour, ils sont pas contre. Génial. Mais ce qui implique les gens, en fait, on est toujours. Dès qu'il y a foule, forcément. Donc voilà, il faut une manière de gérer le festival. Même pour octobre, on espère que la date, en tout cas traditionnelle, naturelle du FIBDA, c'est en octobre, début octobre, la première quinzaine d'octobre, c'est toujours une semaine, enfin 5 jours. Oui. Normalement, ça aura lieu, j'espère, en octobre. Voilà. Très bien. Alors, j'imagine d'habitude les anciennes éditions. Alors, tu es à combien d'éditions Bon, en tant que participant, en tant que commissaire, c'est ma première édition en tant que commissaire, mais en tant que participant depuis sa naissance. J'étais au FIBDA depuis 2008. Et d'ailleurs, j'avais mon apport. 13 bonnes années, enfin. Oui. 12 si on oublie en zap le Covid. L'année cauchemardesque qui ne veut pas nous laisser. Et j'ai participé avec les bandes dessinées. On a édité et créé pour mes bandes dessinées personnelles. Donc c'était une 66 bandes dessinées algériennes. En langue arabe, en français, en tamazirt, et 65 numéros de la revue L'Absurde. D'ailleurs, j'attendais ce que tu me parles du paysage artistique, parce qu'il n'y a pas que... C'est pas fini encore, oulala, tu mets la charrue avant les deux, là. Il n'y a pas de souci, Alors, tu as l'habitude de recevoir toujours des guests VIP. Qu'est-ce qui est prévu pour cette année avec la fermeture des frontières? Ça s'ouvre tout doucement, mais bon. Avec la fermeture des frontières et justement, que ce soit du côté algérien ou même du côté d'autres pays, à certains pays, par exemple le Japon, on ne peut pas inviter, donc je ne peux pas donner de nom pour le moment, mais en tout cas la participation... Il y en aura ou pas des guests? Il y en aura, oui, c'est clair. Parce qu'on s'y est habitué. Mais physiquement, je pense peut-être d'une manière virtuelle, c'est sûr, parce que ça n'aura pas le même effet ni le même impact. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais en fait, s'ils viennent, par exemple, si on parle des conditions sanitaires maintenant, s'ils viennent, ils doivent être confinés, je ne sais pas, 5 jours minimum, donc ils doivent rester 5 jours avant. Et de leur côté aussi, c'est compliqué, et on ne sait pas comment ça va évoluer. On peut réserver, par exemple, un billet au Japon ou là aux États-Unis, on ferme, ou là ils ferment de leur côté, donc on préfère que ça soit sûr d'une manière virtuelle, c'est mieux. Très bien. Alors, on va revenir on voudrait bien les avoir. Nous aussi, enfin, on sort de les ramener. Alors, mais en tout cas, ils seront présents en virtuel, ça c'est sûr. Enfin, Inch'Allah, si le festival se tient. Voilà. Il se tiendra. Voilà, en croisant les doigts. Alors, le paysage de la BD, du manga algérien, en Algérie, quelle est sa place? Alors, malheureusement, même si on a beaucoup d'auteurs qui s'expriment et qui sont talentueux dans différents cieux, sous différents cieux, il y a très peu d'éditeurs qui font ça. Donc, on a notre ami Selim Zerdani qui vient de lancer ses éditions Kram. Je montre ça, il a lancé un journal papier traditionnel qui s'appelle Drakkar. Voilà, Drakkar en français ou en arabe. Drakkar. Drakkar, c'est en fait le petit bateau, la barque viking. Et là, il y a des bandes dessinées. Il parle de tout. Il le définit comme magazine, journal de culture, divertissement, actualité et partage. Donc voilà, Drakkar. Ça coûte 30 dinars, c'est pas cher en plus. Voilà. Il y a Romaïda de notre ami Hanan Ben Medjouni. Qu'on devait recevoir, mais qui n'a pas encore répondu présent. Romaïda, c'est un magazine pour enfants. Pour enfants, avec plein de jeux éducatifs, des contes, mais surtout de la bande dessinée. Voilà Romaïda. Et bon, la mienne, c'est l'App Store. C'est le tout nouveau numéro. Non, on est tous. Et voilà, donc avec notre ami Dega, toutes les couvertures et les posters qui sont à l'intérieur sont des œuvres d'auteurs algériens. Il y en a d'autres, bon, j'en connais pas beaucoup. C'est triste, donc parce que la bande dessinée, elle vit comment? On a l'impression que ça fait peur à certaines personnes qui veulent se lancer dans ce. Ça me fait pas peur, c'est plutôt, je pense, les éditeurs qui. C'est un risque de leur part quelque part. Voilà, parce qu'il y a un problème de. Bon, ça outrepasse ça dépasse la bande dessinée. Le livre en général, c'était un secteur qui a souffert du coronavirus. On a un problème de distribution. Certains libraires, malheureusement, ne connaissent même pas ce qu'est la bande dessinée. C'est le problème de tout le monde de l'édition. Oui, absolument. Ce n'est pas que la bande dessinée ni le manga. Ah oui. On a l'impression que le manga électronique prend peut-être un peu plus de place que le manga format papier. Oui, la bande dessinée mais chez nous, oui, il y a ça. Mais surtout qu'on a un problème de distribution en Algérie. Oui. Certains libraires ne connaissent pas la bande dessinée. J'ai ramené une bande dessinée, ils disent Mikiyat.
Wallah, يقول لك c'est قصة, un conte, il ne fait pas la C'est une différence. question de culture. Alors que la bande dessinée est un art à part entière, un art prestigieux Pour qui est les le grands et les 9e art. petits. Les grands et les petits, voilà. La bande dessinée, c'est toute une culture. Tout à fait. Ça y est. Et c'est une industrie aussi, il faut le dire. Hein. Oui, oui. Ouais. Pas encore en Algérie, mais à l'étranger, en tout cas, ça l'est déjà. Oui, oui. Mais en Algérie, en fait, il ne faut pas aussi une. Ah non, je ne dénigre pas. Non, pas Non, du non, tout. non, non, pas non, du tout. je sais, non, non, Ouais. juste pour expliquer. La bande dessinée, en fait, algérienne est une culture qui existe depuis avant et après l'indépendance. On est leader dans le monde arabe et on est leader en Afrique. C'est déjà pas mal. Hein. Oui, tout à fait. Merci Salim Brahimi, merci. Juste pour finir, donc, pour parler de la page Facebook du FIBDA, nouvellement créée parce qu'il y a des pages qui sont piratées. Bon, cette page, c'est Safha Rasmiya, le Maharajan Dawli Sharit Marsoum, FIBDA. Voilà, donc c'est le logo. Donc C'est cette le page. logo, c'est la page, voilà. Donc À laquelle il faut inscrivez-vous, s'abonner. comme ça vous aurez de nos nouvelles et on sera là bientôt. J'espère. Merci Salim Brahimi, merci. C'est moi qui Donc te je rappelle que remercie. tu es fraîchement nommé commissaire du Festival international de la bande dessinée d'Alger, le FIBDA. Merci beaucoup. Merci. Belle journée à toi. Merci. À tout à l'heure peut-être. Allez, on fait une petite pause respiration musicale avec cette chanteuse suédoise qu'on avait l'habitude de recevoir sur ce même plateau du Bonjour d'Alger. Il s'agit de Frédérica Staël. À l'occasion, un petit clin d'œil à la fête nationale de la Suède qui a été célébrée hier, dimanche. Allez, on s'intéresse ce matin à présent au dossier de la jeunesse avec notre troisième invité, Salah Eddine Tiyar. Bonjour. Bonjour, bonjour chers téléspectateurs et merci pour l'invitation. Merci à vous d'être disponible ce matin. Alors vous êtes président de la fondation Algeria Youth Ambassadors, donc des jeunes ambassadeurs algériens. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter votre fondation ? Alors, merci encore une fois pour l'invitation. C'est la fondation Algeria Youth Ambassadors, bien les jeunes ambassadeurs algériens, ou en arabe c'est Sofara Shabab al-Jazair. C'est une fondation que j'ai créée en 2018 pour but de représenter l'Algérie sur l'échelle internationale, dans les forums, dans les conférences, les workshops. Ouais. Et ensuite, en 2020-2021, avec le Covid, parce que notre participation c'était exclusivement à l'étranger. Ensuite, on a développé notre présence, on a commencé aussi à travailler sur le niveau local. La fondation elle est engagée dans 5 domaines d'activité. Le domaine académique, scientifique, social, humanitaire et culturel. Ça englobe plusieurs thématiques. Hein. Voilà, on a environ 20 objectifs à réaliser. Et parmi, quand j'ai dit par exemple le domaine culturel, par exemple cette année, notre travail en 2021, d'ailleurs on a déjà visité environ 14 wilayas, on va visiter dans ce mois et le mois prochain 3 autres wilayas. Inch'Allah, alors, pour notre travail, par exemple, cette année, on a bien concentré notre travail sur le secteur, bien le volet culturel, surtout avec le mois du patrimoine et même avec le thème de l'Union africaine pour cette année, Arts, Culture and Heritage, Livers for the Africa We Want. Voilà. Alors, vos activités, vous avez, j'imagine, vous l'avez dit, dans plusieurs domaines, plusieurs secteurs d'activité. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant ? On va mettre à part l'année du Covid, qui a été assez exceptionnelle pour tout le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain ? Sur le niveau local ou bien sur l'échelle internationale ? Les deux, bien en les ligne. deux. Alors, on a fait plein de choses. Par exemple, on a organisé environ une vingtaine de webinaires en ligne. Par exemple, les webinaires à très haut niveau, on a organisé et participé avec des webinaires pour la célébration du 75e anniversaire des Nations Unies avec le conseiller du secrétaire général des Nations Unies, son Excellence Fabrizio Hochschild. On a travaillé en partenariat avec les Nations Unies ici en Algérie pour promouvoir le UN 75 Survey. On a organisé, par exemple, lors de la guerre en Palestine, on a organisé 2 webinaires avec des Palestiniens. Et on a organisé environ 14 conférences, donc 14 différentes wilayas. La dernière, c'était à Tlemcen. Inch'Allah, on se prépare pour Béjaïa, Dafran Arabé et pour Tepaza. Ça va être dédié pour l'engagement communautaire ou bien community engagement. Ça va être des formations. On va sortir des conférences et on va se diriger pour les formations durant cet été. Être un peu plus sur le terrain. Vous êtes combien ? Parce que vous faites tellement de choses. Voilà. On a l'impression que vous êtes une centaine au moins. Voilà, on est environ 300 membres actuellement.
presque toute l'Algérie. Aussi, on a des représentants à l'étranger. Par exemple, on a des représentants en Afrique du Sud, en Angleterre, en Russie, en France, les Pays-Bas, la Hongrie. Oui, dernièrement aussi, on a participé, on a organisé c'était un genre de conférence en ligne pour le Africa Day. Et c'était concrètement pour le Making Africa an Independent Continent pour supporter nos frères sahraouis. Tout à fait. En tout cas, c'est une très belle initiative. Bravo à vous. Alors, donc, Salah Din Tiar, vous n'êtes pas sans savoir, vous le savez, que nous sommes à la veille d'un important rendez-vous électoral. Et la jeunesse est au cœur, bien sûr, des programmes politiques des différents candidats. Vous, en tant que président de cette fondation, quels conseils donnerez-vous aux futurs élus, bien sûr, pour être à la hauteur des attentes de la jeunesse de notre pays? Voilà, la jeunesse. Déjà être à l'écoute, peut-être. On doit être à l'écoute parce que ce changement-là qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'était grâce à la jeunesse. Parce que le Hirak en 2019, c'était une initiative, jeunesse. L'Algérie, c'est environ 75%, 70% jeunes. Maintenant, il y a un processus politique. Après les présidentielles et le référendum sur la Constitution, maintenant, c'est les législatives. Avec la nouvelle loi des élections, environ 40%, je pense, des jeunes vont être engagés dans le Parlement. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Même l'élite, je vois que les listes indépendantes sont aussi plus engagées, plus présentes que les partis politiques. Il y a l'élite, elle est engagée, mais je veux juste dire que être successful. Oui. Dans votre domaine, par exemple, il y a des médecins, il y a des architectes, il y a des ingénieurs qui ont réussi dans leur vie, que ce soit académique ou professionnel. Il faut bien mentionner que ce n'est pas un critère de réussir dans la politique. Mais, Inch'Allah, parce que la plupart des listes indépendantes n'ont pas une formation politique. Et le Parlement, c'est une institution législative. Ils vont contrôler, par exemple, ils vont contrôler et surveiller le travail du gouvernement. Ils vont aussi, la plupart ne connaissent pas ça, ils vont aussi représenter le peuple à l'étranger. Oui, parce que c'est le Parlement. Ils ont aussi un rôle de conseiller le pouvoir exécutif, un rôle de législateur et aussi assurer la présentation du peuple dans l'administration. Moi, Inch'Allah, je pense que il y aura des formations même pour les nouveaux députés jeunes. J'espère qu'il y aura des formations accélérées pour comment bien bénéficier de ce mandat pour le bien de l'Algérie, aussi pour le bien des jeunes Algériens. Tout à fait. Alors, ce n'est pas qu'en Algérie, bien sûr, partout à travers le monde, les jeunes se détournent quelque peu de la politique. Est-ce que ce n'est pas une erreur en fin de compte? J'ai pas bien compris votre question. Ils se détournent de la politique, c'est-à-dire qu'ils se détachent totalement. Pour eux, la politique, c'est pas leur dada, etc. C'est une erreur. C'est pas question d'une erreur, parce que d'ailleurs, c'est être engagé. L'engagement civique, ou bien civic engagement, dans la définition unisienne, c'est le vote. Directement, c'est voter. Maintenant, si on voit le taux de participation des jeunes, ou bien du peuple algérien lors le référendum dernièrement, c'était environ le taux 24% de participation. C'est un taux très faible. Oui. Voter, c'est pas de la politique. Et être un député, c'est de la politique. Citoyen. Ouais. Voilà, c'est un droit, c'est un engagement civique. Vous voulez parler en anglais, en arabe, hein, c'est comme vous voulez. Voilà, parce que j'ai le terme en anglais, c'est l'engagement civique. Alors moi, je encourage les jeunes à voter, même ils peuvent voter avec une feuille blanche, ou là, il doit mettre l'enveloppe vide. L'essentiel, et il va voter pour dire que je suis là, je suis présent. Tout à fait. Alors participer à la vie politique, c'est aussi aller voter. Et les jeunes oublient souvent qu'à travers leur voix, ils peuvent changer les choses, changer leur destin. En fin de compte, le pouvoir est entre les mains de la jeunesse. Elle représente la majorité du peuple algérien. Donc 70% des jeunes de moins de 30 ans. L'Algérie est composée de
par plus de 70% de jeunes de moins de 30 ans. C'est énorme. C'est énorme, oui. L'Algérie, c'est environ 70% jeunes, et même l'Afrique. L'Afrique, c'est environ 60%, c'est de la taux de population, c'est jeune, c'est moins de 35 ans. Alors, moi, je pense que là, c'est une opportunité pour nous, les jeunes, pour vous aussi, les journalistes, nous, les jeunes engagés dans la société civile, c'est pour tout le monde, à décrocher le mish'al, à décrocher le flambeau et construire la nouvelle Algérie. Vu le discours durant la campagne électorale, il y avait كان هناك des hauts et des hauts et des bas, mais moi c'était mitigé, oui. Mais moi, Inch'Allah, j'aimerais bien que les jeunes, Inch'Allah, députés, ils vont lutter contre la corruption, parce que j'ai pas encore entendu quelqu'un qui a parlé de lutter contre la corruption dans son programme ou bien dans son discours. J'ai pas entendu quelqu'un qui a parlé de la modernisation de l'administration. Ça, c'est un véritable problème. Hein. Voilà, parce que si on parle, c'est un processus politique. Avant, on a passé 20 ans, de 1999 jusqu'à 2019. Maintenant, il faut travailler, il faut être engagé, il faut booster aussi la participation des jeunes, que ce soit dans la société civile, au niveau du Parlement ou bien au niveau du gouvernement. Malheureusement, on n'a pas entendu le discours de l'anticorruption, on n'a pas entendu le discours de la modernisation de l'administration, c'est lutter contre la bureaucratie, parce qu'en fin de compte, l'APN, c'est une institution législative. Ils vont contrôler, ils vont construire un gouvernement, mais ils doivent aussi travailler sur le niveau administratif pour lutter contre la bureaucratie. Faciliter les démarches administratives, on a un gain de temps énorme, tout est numérisé aussi, donc tout est contrôlé, il sera plus contrôlé. Voilà, numérisé, c'est un terme, la digitalisation, Raqmana. Aussi, numérisation, si vous voulez. Voilà, aussi on parle maintenant des startups, les gens qui ont plein de projets, mais ils n'arrivent pas malheureusement à les concrétiser ou bien à les réaliser sur le niveau local. Il faut aussi travailler sur le système bancaire, développer le système bancaire et le e-banking. Malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'a pas entendu ce discours politique, parce que c'est ça le changement. On ne va pas changer. C'est changer le quotidien de l'Algérien. Le quotidien, voilà, c'est ça le changement. C'est vrai qu'ils ont annoncé les grands axes de leur programme électoral, etc. Mais c'est peut-être ça va venir, quoi. Ça va venir au fil des semaines. Ils présenteront leur programme donc en détail. Et voilà, on saura davantage. Alors pour vous, Salahdine Tiar, comment les futurs élus répondront aux attentes, aux préoccupations de la jeunesse? Je pense que maintenant, vu la majorité vont être des jeunes, c'est une première déjà dans l'histoire de l'Algérie. Je pense que les jeunes comprennent bien comment le jeune Algérien réfléchit, comment le réflexe de la jeunesse. Les attentes, vous m'avez dit les attentes de la jeunesse algérienne. Oui. Comment est-ce qu'ils répondront justement aux attentes et aux préoccupations, ce qui préoccupe la jeunesse algérienne aujourd'hui? Honnêtement, c'est difficile de répondre à cette question. Mais il faut dire vous, en tant que président de cette fondation, vous représentez quand même tous les ambassadeurs, les jeunes ambassadeurs algériens à l'étranger, dans plusieurs pays européens ou au-delà, même plus loin. Plus loin, oui. Voilà, donc c'est par rapport à cette... Je ne vous demande pas de vous exprimer en tant que politique, mais en tant que président de cette fondation. En fait, c'est d'engager plus la société civile, engager la société civile dans le policy making. Oui. Avec le Parlement, accompagner la société civile lors de la représentation, accompagner la société lors de leur représentation, que ce soit sur le niveau national, régional ou même international, et aussi engager, former les jeunes, le maximum de jeunes avant d'engager dans la politique, former comment être un politicien qui travaille pour l'intérêt de son pays. Parce que si on part participer, par exemple, à l'étranger, ou participer sur le niveau continental ou régional, il y a des enjeux, il y a de la concurrence, il y a des questions, par exemple, sécuritaires. Oui.
on doit être au courant de Et c'est très large, c'est très large, on pourra en parler très longtemps. Merci Salah Dintial. Alors juste rapidement, j'imagine que vous faites appel à vous formez quelque part les jeunes. Exactement, en tout cas, vous passez par justement des associations peut-être. Voilà. Inch'Allah, c'est prévu lors du 5 juillet. On va organiser concrètement un événement à Tipaza, Inch'Allah, c'est dédié pour une formation des membres, les membres de la fondation, et même les nouveaux membres qui vont nous rejoindre très récemment. Le thème, ça va être le community engagement. Oui. Parce que l'engagement, c'est tout un processus, c'est pas un événement, c'est pas une activité, c'est tout un processus, c'est comme le processus politique. Voilà. Et j'encourage les jeunes Algériens engagés à rejoindre la fondation pour représenter l'Algérie, que ce soit localement, régionalement ou même sur l'échelle internationale. Oui. Je m'excuse, surtout parce que avec le déconfinement et la réouverture des frontières, il y aura assez de participation dans d'autres événements. Et d'échanges aussi. Voilà, les échanges à l'étranger, Inch'Allah. Très bien, merci Salah Dintial, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin et d'être parmi nous donc pour parler de tout ce que vous faites au sein de cette fondation. Donc je rappelle que vous êtes président de la fondation Algeria Youth Ambassadors, donc la fondation des jeunes ambassadeurs algériens. Belle journée à vous. Merci. Et revenez quand vous voulez, quand vous aurez d'autres actualités, bien sûr. Et les chiffres, on voudra des chiffres pour illustrer, bien sûr, vos actions. Inch'Allah. Merci. Alors, amis du matin, je vous laisse avec ces images d'Alger, du pays. Et on revient juste après. Allez, on passe à présent à notre rubrique pédagogie avec Fela Braz. Bonjour Fela, comment ça va? Bonjour, merci. En forme ce matin? Oui, comme tous les matins. Comme tous les matins. Ouais. C'est vrai ça? On garde la forme, Inch'Allah. Toujours, toujours. Alors ce matin, eh bien, vous allez nous parler des cours particuliers. Voilà. Alors cours particuliers supplémentaires, cours particuliers de soutien et de rattrapage. On est d'accord, c'est le même concept? C'est pas la même chose. Non, pas du tout. Du tout. Alors les cours de soutien, ce sont les cours qui sont assurés par l'établissement scolaire. Voilà. Et les cours de particuliers, ce sont les cours où les parents vont payer des cours particuliers à leurs enfants, que ce soit dans un établissement privé ou que ce soit à la maison. Ça, c'est ce qu'on appelle les cours particuliers. Alors les cours de soutien, ce sont les cours qui sont assurés dans l'établissement scolaire, qui sont gratuits. C'est l'école qui fournit ça pour les enfants qui ont des lacunes ou un niveau d'apprentissage qui est assez lent ou qui ont de mauvaises notes, par exemple. Oui. Alors les professeurs vont choisir les élèves qui ont certaines lacunes, comme on vient de le dire, pour avoir des cours de soutien juste après le programme scolaire, juste après la sortie des autres élèves de la classe, que ce soit au niveau des écoles primaires ou dans le collège ou au lycée. C'est très rare au lycée, mais ça se fait également. Ça se fait en tout cas surtout en période d'examen, comme on l'est maintenant. On est à combien de jours du baccalauréat? J'ai pas compté, on est au 13 jours. On est le 7 juin, oui. C'est le 20 juin. Voilà. Alors deux petites semaines, donc là les
je peux vous assurer que beaucoup de parents, beaucoup d'élèves, beaucoup de futurs bacheliers, on l'espère pour eux, sont rués vers les cours particuliers pour justement combler les quelques lacunes qu'ils ont accumulées durant l'année scolaire. Voilà, ce qu'on avait dit la semaine dernière, lors des révisions, en fait, quand il y a certains lycéens qui choisissent de réviser tous ensemble et d'autres choisissent de payer en fait compte des cours particuliers, que ce soit à la maison ou dans un établissement privé, parce que ça se passe comme ça maintenant, pour combler certaines lacunes en matière d'apprentissage de certaines matières qui sont essentielles et qui ont un coefficient très important lors des épreuves du baccalauréat. Tout à fait. Alors, Fela Abraz, les cours particuliers, c'est payant. C'est payant. Mais on a l'impression que ça met de côté certaines tranches de la société, certaines tranches sociales, les petites bourses. Malheureusement, parce que les cours payants sont très chers, sont hyper chers. Par exemple, 1 heure de temps, si c'est un cours particulier, on va dire un B2B, entre professeur et l'apprenant. C'est pratiquement 2500 à 3000 dinars l'heure. Et puis quand c'est dans un établissement privé qui est dédié juste aux cours particuliers, c'est 3000 dinars le mois. Il y a une grande différence. Parce qu'ils sont plusieurs en classe. Ils sont plusieurs en classe. En fait, quand c'est une classe, reformer une classe, et le prof fera plus, en tout cas, il va donner plus d'explications, il va vulgariser l'apprentissage, le cours pour l'enfant, et ça reste cher. Parce que 3000 dinars représente dans une famille, peut-être pas un budget d'un mois, mais un budget d'une semaine. Oui. Et les parents font beaucoup de concessions. Les cours particuliers, ça n'existait pas avant. Ça existait, mais sous une autre forme. Mais maintenant, c'est devenu, on va dire, presque à la mode et une nécessité pour les parents de donner des cours particuliers à leurs enfants. Et ce n'est pas évident, côté bourse et côté temps. Parce que l'enfant, s'il passe tout son temps à l'école, maintenant, on va dire le côté positif, malgré, excusez-moi pour cette remarque, du Covid-19, c'est que les cours, maintenant, c'est une demi-journée pour les enfants. Ils ont un peu de temps libre pour se reposer, pour aller faire d'autres activités. Et ce n'est pas évident, sportive ou culturelle, et réellement, ce n'est pas réellement le cas de tout le monde, pour souffler un peu. Sauf qu'il y a les cours particuliers qui viennent. Et l'enfant passera son temps à étudier. Et ça, c'est un bourrage de crâne. On va le constater dans quelques temps, c'est-à-dire dans le reportage. C'est bien d'avoir des cours particuliers, si on peut se permettre. C'est le côté financier, les parents peuvent. Il faudrait aussi laisser du temps à l'enfant pour s'épanouir, pour des activités extrascolaires. Mais l'enfant, dans une conjoncture normale, sans Covid, il a des cours le matin, l'après-midi, à la coupure du midi pour le déjeuner. Et par la suite, le week-end, il aura ses cours particuliers. Ça va faire pratiquement toute une semaine. Si même il y a des cours particuliers qui sont assurés le vendredi, ça va faire pratiquement 7 sur 7 des cours, de l'apprentissage. Mais à quel moment va souffler l'enfant? À quel moment va-t-il respirer? J'arrive à comprendre que les enfants aient des cours particuliers durant ceux qui ont des examens en fin d'année, pour ceux qui ont le BEM par exemple, le brevet ou le baccalauréat, ou peut-être la 6e, la 5e qu'on appelle maintenant. Mais que des enfants qui sont au primaire prennent des cours particuliers, ça reste un peu lourd pour un enfant. Et ce qui est aberrant, c'est les enfants qui sont dans des écoles privées, où c'est payant déjà, et les parents vont payer d'autres cours particuliers à leurs enfants. Ça reste une aberration quelque part. Parce que normalement, une école privée, elle est censée, on avait parlé au cours de cette année, lors de la rubrique pédagogie, les écoles privées sont là pour assurer un meilleur apprentissage. Pour quelle raison? Parce qu'il y a moins d'élèves en classe. Les enfants n'ont pas à sortir de l'école pour aller déjeuner. Ils sont en classe, ils sont à l'école, dans l'établissement scolaire privé. Mais sauf que les parents, on l'a constaté, je l'ai constaté, nous l'avons tous constaté, qu'ils sont dans une école privée et qui partent également pour avoir des cours particuliers. Ça reste. Mais ce qui est le plus anormal, parce que j'ai posé la question et j'ai rencontré des personnes qui font ça, ce sont les universitaires. Les cours particuliers existent même également pour les universitaires. Ça reste les étudiants qui sont à l'université. Éternel élève. On va dire éternel élève assisté. Parce que l'université, comme son nom l'indique, c'est l'univers. Il y a les références, je rappelle très bien au cours d'université, c'est qu'on a des références pour aller consulter les livres dans la bibliothèque, s'informer, et puis maintenant, il ne faut pas oublier, Nour, qu'il y a l'Internet, ce n'est plus comme avant.
On pouvait partir à la bibliothèque, par exemple, nationale ou à Gnouni. Il y avait certains livres, moi, que je pouvais trouver, l'autre non, parce que j'ai emprunté. L'Internet joue son rôle, sauf qu'il y a actuellement toujours des étudiants qui ont des cours privés, des cours particuliers, alors qu'ils sont à l'université. Et ça, c'est... on verra... C'est alarmant comme situation, c'est très alarmant. Oui, tout à fait, tout à fait. Très bien, Fela Abraz, restez avec nous. Je propose à nos téléspectateurs de suivre ce reportage qui a été réalisé par notre consoeur Anissa Bouzid et on se retrouve juste après. Autrefois, seuls les élèves les plus faibles suivaient des cours particuliers. Aujourd'hui, c'est devenu une priorité pour tous les profils d'élèves. J'étais un peu faible en arabe, donc pour m'améliorer. Et en maths, c'était juste pour m'améliorer, c'est tout, pour avoir des meilleures notes. أنا عندي مواد ضعيف فيهم، تسمى أنا نبي ندير كورس في المواد اللي نحتاجهم، المواد الأساسية اللي راح يطلعوا لي المعدل. والحفيظة ما عندي حاجة مع نحفظ نورمال. Cours d'arabe. L'arabe, tu te sens faible ou C'est compliqué les cours en lycée, c'est pour ça que je prends. C'est difficile. Tu vas avoir une très très bonne note, c'est ça? J'espère. En primaire, au collège ou au lycée, nombreux sont les parents qui jugent bon d'inscrire leurs enfants à des cours particuliers. Donc c'était l'idée de ma mère, on a dit pour améliorer tes notes et ton niveau beaucoup plus. En quelle matière? Toutes les matières. On suit à faire ici. Et après? Avec les cours particuliers, ça t'a aidé? Bien. Je crois que c'est les parents qui ont ce genre de problème, qu'il faudrait peut-être les aider à leur enlever ça de la tête, etc. Ils ne font pas confiance à l'école, ils ne font pas confiance aux profs, ils ne font pas confiance aux élèves. À qui vont-ils faire confiance? Je trouve qu'il faudrait que ces parents se remettent en cause en quelque sorte et voient que l'école est là pour subvenir à toutes les difficultés, à lever toutes les difficultés. Maintenant, si les parents s'imaginent qu'à travers les cours, ils vont avoir des merveilles, je trouve que c'est à revoir. L'approche des parents est à revoir complètement. Et c'est bien évidemment dans l'espoir de meilleures notes que la plupart des parents investissent dans les cours particuliers. Il y a beaucoup de parents qui travaillent, qui n'ont pas de temps pour aider leurs enfants. Donc ils passent aux cours de soutien. Alors, ils payent les cours, même très cher, mais ils le font. C'est mon cas d'ailleurs, c'est mon cas. Moi, j'ai un garçon qui va passer son bac, donc je préfère payer et rester tranquille. Les cours particuliers sont une solution de plus en plus prisée ces dernières années. Le choix de recourir à un soutien scolaire permet de prévenir les échecs scolaires des enfants. Un sujet donc réalisé par notre consoeur Anissa Bouzid. Fela Abraz, alors j'ai envie de te poser une question. Pour quelles raisons les parents optent pour les cours particuliers, ont choisi d'opter pour les cours particuliers? Il y a bien des raisons. J'ai posé la question dans un groupe sur Internet, dans le Facebook, et puis j'ai eu beaucoup de réponses. D'abord, il faudrait savoir que les parents veulent avoir de bonnes notes pour leurs enfants. Est-ce que ça passe par le parcourisme, par l'apprentissage? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce que c'est du rembourrage du crâne? L'essentiel, ils veulent de bonnes notes. Pour quelles raisons ils ont opté pour les cours particuliers? Premièrement, par rapport aux grèves, aux grèves récurrentes qui reviennent dans le secteur de l'éducation nationale, des professeurs bien sûr, qui sont tout le temps pratiquement, c'est-à-dire ils trouvent qu'il y a beaucoup de grèves et l'enfant ne termine pas son programme, il n'arrive pas à assimiler.
Deuxièmement, la surcharge des classes. Cette fois-ci, durant la pandémie, c'est vrai qu'il y a eu des sous-groupes, c'est très intéressant, c'est très important, et puis ça a joué son rôle. Le professeur se sent plus à l'aise, il n'a pas à expliquer à 100 pour 50 élèves, et le message passe couramment, il pourra répondre aux questions des élèves. Aussi, il y a eu le jumelage des 2 trimestres. Cette fois-ci, nous avons eu 2 trimestres. Alors, les parents ont opté pour les cours particuliers. D'autres, par rapport au suivi, maintenant, la femme algérienne travaille, ce n'est plus comme les années 70 et 80. Les 2 parents travaillent. Les 2 parents travaillent. La maman n'arrive pas à suivre les cours avec ses enfants à la maison, pour la révision, pour l'apprentissage, pour les exercices à faire à la maison. Alors, ils préfèrent donner ça, reléguer ça à quelqu'un d'autre, c'est les cours particuliers, un professeur qui va venir à la maison, ou ils partent carrément dans un établissement scolaire dédié juste pour les cours privés. C'est devenu quelque part à la mode, et comme elle avait dit quelqu'un, c'est un business qui est très juteux, parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Et comme un professeur m'avait dit, au-delà de sa paye, de son salaire mensuel, elle a pratiquement 600 000 dinars le mois. Et c'est très important, c'est conséquent. D'autres personnes sont passées pour les cours suivis parce qu'ils n'arrivent pas à faire le suivi de leurs enfants par rapport au programme. Le programme d'antan et le programme actuel a changé. Si nous, dans le temps, on faisait la dictée, il y avait le khat, l'écriture, il y avait la lecture, le qira'a, il y avait les calculs, le hisab. Maintenant, ça a changé. Le programme scolaire d'éducation nationale du primaire au CEM et au lycée, ça a carrément changé, c'est-à-dire nous avons de nouvelles matières qui ont été incluses, ce qui fait que l'enfant n'arrive pas à suivre. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à assimiler, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de leçons à réécrire déjà. C'est parce que le monde a changé, donc le monde a changé, mais l'enfant reste un enfant. Oui. L'enfant, son cerveau, le cerveau d'un enfant de 7 ans, de 6 ans, de 5 ans ou autre, n'est pas l'enfant, ça reste un enfant. Celui des années 70, c'est l'enfant actuel. Est-ce qu'il arrivera à assimiler tout ça? On ne sait pas. Alors l'essentiel, les parents ont trouvé la solution pour les cours privés. D'autres voudraient donner des cours privés à leurs enfants pour renforcer les bases. Il y a le problème de la langue. Je rappelle, c'est vrai, la langue arabe, c'est la langue officielle du pays, sauf qu'à la maison, tout le monde, même dehors, dans la rue, même au travail, on n'utilise pas l'arabe classique pour parler. Oui. Alors un enfant qui rentre à l'école et qui commence à parler un arabe, comme il avait dit certains classiques, il n'arrive pas à comprendre. Et à la maison, il disait par exemple farcheta pour une fourchette. À l'école, on dira shawkatun. Ils n'arrivent pas à assimiler les 2 langues parce que c'est un apprentissage. Alors pour ceux qui sont dans des écoles privées, qui font l'anglais en parallèle et le français, c'est une énorme, une lourde tâche pour l'enfant. Alors les parents optent également pour l'apprentissage, les cours privés pour l'apprentissage des cours. D'autres optent pour les cours particuliers parce qu'il y a les classes d'examen, comme on l'avait dit tout à l'heure. C'est très important, je pense que oui, réviser pour qu'il assure ses examens, que ce soit la 5e ou le brevet de l'enseignement moyen, le BEM, ou également le baccalauréat, ça reste plausible. D'autres passent par les cours particuliers parce qu'ils trouvent que leurs enfants n'ont pas de bonnes notes. Et le hic dans tout ça, Nour, c'est de trouver le professeur qui est dans l'établissement scolaire public ou privé, c'est lui qui va donner les cours particuliers à ceux qui le désirent, ouais. Oui, c'est vrai. Ou dans sa maison, ou dans une école dédiée, rien que pour les cours privés. Des fois, c'est des petites classes, salles de classe qui louent au mois pour recevoir justement les élèves qui désirent prendre des cours particuliers. Et en fait, les parents n'arrivent pas à se retrouver dans tout cela. Faut-il revoir le programme pédagogique? Faut-il revoir qui a droit aux cours de soutien? Et quel est le but? Est-ce une question de notes ou question d'apprentissage? Est-ce que c'est une question de savoir ou question de notes? Mais la plupart, tout le monde, pratiquement tous les parents sont omnibulés par les notes. Oui. Preuve, il y a une dame qui... C'est ce qui leur donne une idée sur le niveau de leur enfant, s'il a assimilé ou pas ses cours. Oui, quelque part, c'est une référence, mais sauf, est-ce que l'enfant a compris ou pas? Est-ce qu'il fait qu'apprendre pour apprendre? C'est du parcourisme. Est-ce qu'il va retenir ce qu'il a appris comme leçon, le programme scolaire appris l'année précédente? Est-ce qu'il a retenu pour l'année d'après? Parce que normalement, c'est une suite. Le programme national, c'est une suite. Ce qu'on a appris en première année primaire, on va le retrouver en 2e année, mais plus élaboré. Oui. Mais est-ce que l'enfant a appris
ou est-ce qu'il a compris ou est-ce qu'il a juste appris par cœur? Alors, les cours particuliers, c'est un marché juteux, on va dire. Tout le monde s'adonne à ça. Les parents trouvent facilement des professeurs. Il y a sur l'Internet, on trouvera une palette en fait, de propositions. Le choix est immense. Les prix sont divers d'une école à une autre, d'un professeur à un autre. On trouve même dans des épiceries des petites annonces pour donner des cours à leurs enfants, ceux qui veulent, par exemple, pratiquer une langue ou faire plus de mathématiques. Voilà ce qu'il en est des cours particuliers en Algérie actuellement. Mais sauf qu'il faudrait dire que ce n'est pas tous les parents qui peuvent se permettre de payer des cours particuliers. Surtout si on a 3 ou 4 enfants, ça va faire un petit budget. C'est un gros budget pour les parents. Tout à fait. Alors, Fela Abrash, je voulais juste revenir rapidement sur les notes. Dans certains pays comme les pays du Nord, du Nord, la Norvège, la Finlande, la Suède, etc., ils sont quand même avant-gardistes en ce qui concerne en termes d'éducation, d'environnement également, mais on ne va pas s'intéresser à l'éducation. Pas de notes jusqu'à l'adolescence, jusqu'au collège, aucune note, c'est plutôt des lettres. Et généralement, ils ont une demi-journée de cours et l'après-midi, c'est exploration d'un environnement, des activités extrascolaires, etc. Et je pense qu'ils ont tout compris. Ils ont tout compris, quand vous venez de le dire. Voilà, très bien. Merci Fela Abrash, merci d'avoir été avec nous. Donc on vous retrouvera lundi prochain pour une autre thématique, un autre sujet concernant toujours la pédagogie et l'éducation. Amis du matin, c'est la fin de l'émission. Donc on rappelle que cette émission, comme toutes les autres, comme toutes vos matinales, sont sponsorisées par Coral Peinture. Demain, c'est Amal Almi qui sera aux commandes de votre matinale. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain, j'espère. Je vous laisse tout en musique avec cet hommage musical de Saïd Tracidi qui nous a quittés il y a malheureusement quelques jours. Paix à son âme, ce virtuose du banjo. Il est en duo avec cette nouvelle coqueluche du Chiabi, Kamel Aziz. Regardez. راني مملول